sont employés très régulièrement, souvent pour commencer une opération, faire ce qu'on appelle une ouverture de porte, mais également pour les missions les plus risquées et les plus techniques. Donc de ce fait-là, quand on intègre les forces spéciales, on a la quasi-garantie qu'on sera très utilisé. Les forces spéciales sont placées sous le commandement du commandement des opérations spéciales qui est basé à Paris. En effet, chaque composante a un milieu particulier. La marine, évidemment, elle est particulièrement légitime sur la mer et sous la mer, mais on la trouve également très régulièrement sur des opérations à terre. C'était le cas notamment en Afghanistan et c'est le cas aujourd'hui au Sahel ou au Proche-Orient. Alors que beaucoup de gens pensent que le marin, il est forcément utilisable que sous l'eau. Le marin, à la base, c'est quelqu'un de très rustique. Bon, il se trouve que souvent, il est aussi d'origine bretonne, mais il est entraîné pour être rustique. Et à partir de là, ça permet de l'employer dans une variété de milieux très, très vastes. Alors, pour ce qui concerne la marine, c'est une composante qui emploie environ 750 hommes et quelques femmes. L'essentiel des unités sont placées en Bretagne, à Lorient. C'est là que vous trouvez en fait 6 des 7 commandos. Et en effet, le 7e commando, lui, c'est un commando un peu particulier. Il est implanté dans le Var, à Saint-Mandrier, en fait, sur la rade de Toulon. Et c'est un commando qui, historiquement, était très fort dans l'action sous-marine. C'est son marqueur principal, mais également dans le milieu aérien, puisque c'est la seule unité de la marine qui a une capacité à infiltrer ce qu'on appelle des shooters oxy, c'est-à-dire c'est des parachutistes spécialement formés qui peuvent dériver sur plusieurs dizaines de kilomètres, suspendus à l'équivalent le mariage d'une voile de parachute et de parapente. C'est le commando Hubert, évidemment. Oui. J'aurais dû commencer par là, donc qui est très connu, hein, qui a été créé comme la plupart des commandos d'aujourd'hui dans l'immédiate après-guerre. Et il reprend le nom en fait d'un commando du 1er bataillon de fusiliers marins commando qui est mort en juin 1944 lors du débarquement de Normandie. C'est d'abord une situation qui a été peu éclairée comme souvent par construction. C'est vrai que les forces spéciales n'aiment pas beaucoup expliquer qui elles sont et comment elles procèdent, puisqu'évidemment c'est perdre en effet de surprise. Ce qu'on peut dire sur ce qu'elles ont fait en Libye, il y a eu quand même beaucoup d'accompagnement en fait de forces locales, puisque souvenez-vous ce qui se passe à l'époque, il y a une confrontation forte entre une partie de la population libyenne et assez majoritaire et le gouvernement de Kadhafi. Et donc, à partir d'un moment, les violences sont telles que quelques pays occidentaux, dont la France, décident d'intervenir. Et ce qui est souvent le cas dans ce genre de conflit, en fait, vous avez des spécialistes, ce qu'on appelle des actions d'influence, qui vont être injectés en fait avec d'autres capacités particulières au milieu en fait de milices, de combattants non réguliers afin de pouvoir les aider, les conseiller, les mentorer et éventuellement les accompagner au combat. Donc là, évidemment, quand on accompagne au combat, il y a un aspect plus cinétique, on n'est plus dans l'influence, mais on est vraiment dans l'action directe avec des coups de feu, du guidage de frappe aérienne, du renseignement. Et donc ça, sans rentrer dans le détail, mais on peut y revenir le cas échéant, c'est l'essentiel de ce que les forces spéciales ont fait au sol à cette époque-là. Il y a également eu des missions qui ont été faites depuis le ciel. Là, il s'agit essentiellement de missions de renseignement qui ont été faites par un escadron de l'armée de l'air. Alors là, en fait, c'est un théâtre qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, on imagine souvent que les actions de la Task Force Sabre, donc c'est le nom du détachement français des forces spéciales au Sahel, a commencé avec l'opération Serval en 2013. En fait, il n'en est rien. Les actions ont commencé presque 4 ans plus tôt. Il faut se replonger en fait à ce qu'était la bande sahélo-saharienne à l'époque. Il y avait déjà des trafiquants en tout genre, mais notamment des trafiquants d'êtres humains avec aussi des enlèvements d'occidentaux. Et donc, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a encore changé de nom là, il y a quelques mois, en fait, déjà à cette époque, était très actif dans à la fois des attentats directs et des enlèvements de Français. Donc,
en 2008-2009, la France décide en fait d'aider le pays qui est le plus ciblé par ce type d'action, la Mauritanie, et donc de contribuer à former une nouvelle génération de commandos mauritaniens. La Mauritanie avait déjà des troupes d'élite, mais disons qu'il lui manquait peut-être l'expérience des forces spéciales françaises et l'expertise sur certains points très techniques. Et donc, de ce fait-là, en 2008-2009, le premier mandat de ce qui deviendra Sabre par la suite commence. Et donc, de fil en aiguille, ça va contribuer à remotiver les forces mauritaniennes et à leur donner en fait les bonnes clés, les bons outils pour lutter contre Al-Qaïda, ce qui va amener de très bons résultats. Par la suite, donc les affaires d'enlèvement se poursuivant, il y a plusieurs actions directes qui sont menées, notamment lors d'un enlèvement de 2 Français au Niger en 2011. Puis on voit que le nord du Mali se fait envahir dans la foulée, début 2012. Et là, en fait, à Paris, on comprend bien qu'il y a un moment ou un autre, il faudra sans doute venir avec des moyens qui seront plus importants. En fait, l'avantage d'avoir des forces spéciales avant même le déclenchement des hostilités, ça vous permet en fait d'avoir une très bonne connaissance de ce terrain et donc de pouvoir anticiper un certain nombre de besoins, de pouvoir repérer également des terrains pour des posées d'assaut. Et en fait, quelque part, le commando, dès les années 2011-2012, il est déjà comme un poisson dans l'eau, il est quasiment comme chez lui. Et donc, de ce fait-là, comme quand la grosse action commence en janvier 2013, quand donc un Red Zoo est formé depuis Gao et depuis Tombouctou pour converger et aller prendre le pouvoir donc à Bamako, évidemment, là, les forces spéciales peuvent réagir très très vite depuis leur base régionale qui a été installée quelques années avant au Burkina Faso, et donc elles fondent littéralement sur le goulot d'étranglement des 2 parties du Mali, entre le nord et le sud, et c'est là en fait qu'elles vont contribuer avec des moyens qui peuvent sembler dérisoires, qu'elles vont bloquer des centaines de combattants djihadistes. Disons que c'est forcément une capacité intéressante dans la boîte à outils dont dispose à la fois le chef des armées, donc Emmanuel Macron, et le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Donc pour les atouts que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une forte discrétion, une capacité à se fondre dans l'environnement. Et là, dans l'est de la Méditerranée, on pense naturellement à la mer, mais il n'y a pas que la mer dans cette zone, il y a aussi toutes sortes de choses. C'est évidemment des outils qui sont très intéressants. Néanmoins, dans ce genre de situation, il y a également un outil qui sert beaucoup, c'est l'outil renseignement entendu au sens large. Et en fait, les forces spéciales contribuent en fait à ce grand outil. Ensuite, s'il fallait passer, et on n'en est pas encore là, on en est même sans doute assez loin, à des actions très ciblées, évidemment, ce seraient des outils, mais au même titre que les unités clandestines de la DGSE, qui sont elles aussi dans le champ de la discrétion, mais également des moyens beaucoup plus gros. Et là, forcément, dès qu'on parle de choses un peu visibles, parce qu'à certains moments dans le jeu diplomatique entre les nations, il est important également de montrer sa force, et les forces spéciales ne servent pas à ça, puisqu'elles sont discrètes. Donc, elles se fondent dans le décor. Par contre, avec des forces spéciales, vous obtenez un résultat qui peut être stratégique, qui peut faire basculer un conflit. Alors là, on s'éloigne un tout petit peu des forces spéciales, puisque le Rafale en tant que tel n'est pas un appareil utilisé par les forces spéciales directement. Il peut interagir avec, mais pour répondre à la question qui est tout à fait fondée vu l'actualité qu'on connaît en Méditerranée, il est évident que c'est ce qu'on appelle un game changer, c'est ce qui fait la différence dans des conflits modernes. Et là, très clairement, par rapport aux appareils assez anciens dont dispose la Turquie, c'est sûr qu'un Rafale, ça fait immédiatement la différence, à la fois parce que c'est un Rafale, mais aussi par les armements qu'il porte. Après, il ne faut jamais oublier qu'un Rafale, de la même manière qu'un Etraco, une embarcation rapide des commandos marines, ça ne vaut que par le personnel qui l'utilise. Et donc, vous pourriez avoir le plus bel appareil du monde, si le système de formation n'est pas à la hauteur derrière, vous n'auriez qu'une partie de la solution. Donc, évidemment, pour rester sur votre question liée au Rafale, une bonne partie de l'enjeu, ce n'est pas que de vendre du Rafale, c'est également de former les Grecs à l'excellence de cet avion pour que vraiment ils puissent en tirer la quintessence. Mais c'est sûr qu'une fois que les Rafales seront livrés et que les Grecs y seront formés, c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, on parle de mois, on ne parle pas d'années, puisque une partie de ces avions vont être fournis d'occasion, donc il suffit juste de
d'enlever un certain nombre de composants qui sont particulièrement sensibles sur ces appareils pour qu'ils puissent être utilisés par un pays allié, mais qui n'est pas la France en l'occurrence. Donc cette partie de grécisation, si on peut l'appeler ainsi, ou d'hellénisation, ça prend quelques semaines, et ça prend quelques semaines en fait d'enlever les composants critiques français également.